de la banalité des complots et de la faiblesse d'esprit à n'en pouvoir admettre l'omniprésence dans la société. Avez-vous déjà ouvert un jour un livre d'histoire ? Un livre d'histoire est principalement rempli d'histoires de meurtres, de conquêtes, de renversements politiques, de complots. Si votre livre fait 300 pages, il y a des chances qu'il évoque au moins 300 complots, et il en contient probablement bien davantage. Un complot, c'est au fond cacher ses véritables intentions, pour s'assurer que notre projet de prise de pouvoir ou d'influence, sur les autres ou le monde extérieur, réussisse. Si ces intentions étaient clairement exprimées, elles rencontreraient une opposition féroce. C'est pourquoi les comploteurs ne s'attardent pas sur leurs exactions. Là où on cache ce qui est fait et que l'on cherche à en dissimuler la connaissance, il y a toujours une forme de complot. Dans la vie de tous les jours, il y a des complots au sein des familles, lorsque les individus ne sont pas liés par des liens d'harmonie, au niveau des décisions communales, dans toutes les instances politiques, partout où la vie est perçue comme une affaire est bien le mot, de lutte et d'imposition de son pouvoir et de ses prérogatives. Les comploteurs agissent toujours dans le but de faire des affaires et s'enrichir, par de l'argent ou autre, en exerçant une prérogative, c'est-à-dire en privant de leur liberté leurs victimes. Il est nécessaire d'avoir soi-même une éthique différente de celle qui consiste à mettre comme but principal de la vie la jouissance des biens matériels, pour être capable de dévoiler les complots, ne pas y participer et respecter la dignité humaine. Une personne matérialiste aura toujours des difficultés à reconnaître un complot, car elle n'a pas d'idéal suffisamment fort qui lui permette de garder son équilibre intérieur et son harmonie en face de la révélation des aspects obscurs et négatifs des sociétés. De plus, le véritable déni de réalité que constitue la négation des complots est le fait d'une personne pour laquelle inconsciemment les buts des complots sont louables. C'est-à-dire que placés au même poste de pouvoir, occupés par ceux qui fomentent le complot et commettent les crimes, ou se préparent à les commettre, cette personne agirait également au service du crime. Les personnes qui nient les complots donnent leur force à la réalisation de ces complots, et y sont favorables. C'est parce qu'elles ont une éthique mentale et spirituelle semblable à celle des criminels que les complots ne leur semblent pas être des complots, et qu'ils leur apparaissent même louables et bénéfiques. Ces personnes sont toutefois autant esclaves de ce qui inspire les complots que les acteurs directs des complots. Ce qui inspire un complot ou un abus de pouvoir a besoin pour être vivant de victimes humaines qui entreprennent les complots et leur donnent une réalité. Les victimes sont faites sur un plan subtil, en leur faisant miroiter les avantages matériels qu'elles recevront personnellement en compensation de leur participation au complot. Ces sortes de pactes se tissent avec la vitalité et la substance même des individus. C'est pourquoi les grands responsables des supercheries et des crimes contre l'humanité, certains chefs d'État, banquiers, etc., tentent de tenir en prenant des drogues et en ayant une vie dépravée, ce qui entretient le leur d'une vitalité qui en vérité ne leur appartient plus. La symbolique des pactes diaboliques et des possessions correspond à une réalité, mais dont bien peu connaissent les détails
et la nature. Il est toutefois important de reconnaître que de tels êtres humains, trompés par les avantages matériels qui ne sont que provisoires, sont en vérité des victimes, et des victimes provisoires. Ces êtres se libéreront de leur maître et reprendront ultérieurement un chemin d'évolution normale. Ce chemin est conçu naturellement comme un chemin où aucun être n'a le droit d'exercer sur son frère ou sa sœur une oppression telle qu'elle empêche ce frère ou cette sœur de s'épanouir de manière libre et indépendante. La condition même de l'évolution d'un individu est qu'il n'empêche pas les autres individus d'évoluer. Nietzsche posa en son temps cette question. Quelle dose de vérité êtes-vous capable de supporter ? Il n'est pas agréable d'analyser et examiner les complots de nos sociétés. C'est toutefois un exercice qu'il faut être capable dans une certaine mesure de réaliser, car l'humanité a besoin d'être agissant de manière tout à fait indépendante des buts visés par ces complots. L'homme est le meilleur remède pour l'homme, affirmait Paracelse. Mais il s'agit de l'homme libre, qui parle de cœur à cœur, d'intelligence à intelligence, à partir de sa vie et de son expérience, et non pas de l'homme qui obéit à des objectifs de groupe, à un agenda financier, commercial ou politique. L'homme bon pour son prochain ne suit aucun agenda. Il ne fait pas de son frère le pion de son projet. L'homme bon pour son prochain est prêt à trahir à tout instant ce qui désire le soumettre à un objectif d'asservissement, de domination ou d'influence. C'est ainsi qu'il garde sa conscience pure, continue à être guidé par la vie et peut à son tour aider autrui à s'épanouir et à se libérer. Nos sociétés modernes, bâties sur la jouissance du matériel, trompées par une science obnubilée non par la connaissance, mais par le pouvoir, sont devenues le milieu où règnent en permanence les complots, au point où les mots eux-mêmes, ayant perdu leur sens, se mettent à signifier l'exact contraire de ce qu'ils servent. Il est bon dans ces temps de reconnaître que ce n'est pas parce qu'on est scientifique que l'on est sage, et que la science n'est pas le garant de la pertinence. Les plus grandes atrocités de l'histoire ont massivement été cautionnées par les scientifiques, de même que parfois les plus grands élans humanitaires. Nous avons donc besoin de sagesse et non de science, à moins que nous comprenions que c'est la sagesse qui doit devenir notre véritable science. Le sage, la profondeur de ses analyses et sa bonté ne sont pas écrits sur les étiquettes données par les hommes, dans une société où les titres ne font que qualifier la soumission aux diktats du marché et des convenances. L'être bon pour lui-même, pour les autres et pour la vie, n'obéit à aucune convenance, mais uniquement à son idéal d'amour et de respect entre des hommes. Et c'est ce respect seul qu'il sert, et non les attentes des marchés. Attentes pour lesquelles il a résolument, et de manière la plus ferme, le plus grand mépris et la plus grande indifférence.